Alors, donc pendant ces 2 jours, j'espère que vous en avez profité, vous avez pu découvrir les innovations, les avancées en matière de participation, de médiation, de nouvelles technologies, d'usage des données un peu tous azimuts et vraiment au service des territoires. On a essayé d'être sur quelque chose d'assez représentatif de ce qui se passe actuellement. Cette plénière de clôture a pour objectif de faire effectivement ce point sur le rôle aujourd'hui des territoires en matière de numérique. Les associations ADCF et France Urbaine qui constituent le conseil d'administration des Interconnectés et qu'on remercie une fois encore de leur appui et de leur présence à nos côtés, ont souhaité adopter le titre de ce forum, la République des territoires intelligents. Et l'idée qui est derrière tout cela, c'est qu'effectivement, on a le sentiment qu'un cap est franchi. Effectivement, la société du numérique est une réalité dont tout le monde a pris conscience, même si tout le monde aujourd'hui n'applique pas de la même manière, n'a pas forcément le même niveau d'avancement sur les solutions prises. Mais ce cap est franchi, il y a une vraie prise de conscience de ce point de vue-là. Autre point important, les territoires sont depuis longtemps des terres d'innovation. On le sait, ça fait 12 ans, 13 ans maintenant qu'on fait le tour des territoires et qu'on voit toute votre capacité à travailler. Et il y a une forme de prise aussi de position un petit peu différente, de se dire aujourd'hui, nous, on est aussi lieu d'innovation, lieu de proposition, lieu de créativité. On a un rôle à défendre et à jouer. Et c'est de cela qu'on vous propose de discuter ensemble immédiatement en clôture de ces travaux. Voilà pour le point d'introduction. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse commencer par donner la parole effectivement à nos associations et à leurs représentants, parce que des réflexions ont été menées par les territoires pour savoir quelles étaient aujourd'hui les préoccupations majeures, les enjeux prioritaires qui sont pris, quelles que soient les dimensions des territoires, et ça c'est important dans nos débats. Alors, Anne Blanc, donc vous êtes présidente d'une communauté de communes, du Nocélois. Est-ce que je peux vous demander déjà, dans un premier temps, quels ont été les points clés des travaux que vous avez menés, normalement il est allumé, que vous avez menés avec la DCF, puisque vous avez mené ensemble une réflexion pour dire aujourd'hui quels étaient vos points prioritaires qui allaient guider l'action dans les années à venir. Oui, excusez-moi. Oui, voilà. Je voudrais préciser donc que je suis rapporteur de la DCF concernant ce volet numérique, mais que je suis absolument pas experte dans le domaine. D'ailleurs, j'ai fait énormément de découvertes en passant dans le village numérique par rapport à beaucoup de technologies qui me dépassent largement. Et ça me pose bien des questions aussi par rapport à notre réflexion sur l'évolution du numérique. Juste en préambule, une petite réflexion concernant ce que vous avez évoqué, je pense, au fil de ces 2 jours et cette prise de conscience de la révolution numérique. Alors, moi, je voulais juste mettre un petit bémol parce que, comme vous l'avez dit, on n'est pas tous au même niveau d'avancement sur cette réflexion du numérique. Et je vois sur bon nombre de territoires, et c'est un petit peu ce qui a fait l'objet de nos réflexions dans le cadre de la convention de la DCF sur le numérique, c'est pour bon nombre d'entre nous, la révolution du numérique, c'est l'installation du très haut débit. Et un bon nombre d'élus considèrent qu'une fois qu'on a installé le très haut débit, ben voilà, notre boulot est terminé. Bon, donc je crois qu'il y a un énorme travail encore à faire pour la prise de conscience de ce qu'il y a au-delà, bien sûr, d'un réseau, tout ce qu'il y a à développer, tous les potentiels et toute la prise de conscience du potentiel du numérique. Alors donc au niveau de la DCF, bien sûr, depuis un certain nombre d'années, on parle du numérique, mais c'est la première fois cette année que lors de la convention qui s'est tenue à Strasbourg, on a mis en réunion plénière ce sujet-là,
avec comme question primordiale: les territoires et les services publics locaux sont-ils préparés à la grande mutation digitale de la société? Alors, on n'a pas fait de réponse bipolaire, oui, non. Par contre, c'est vrai que les grands défis, et je vais vous les détailler un tout petit peu, c'est bien identifier à l'échelle de chaque territoire les enjeux derrière le numérique, comment on commence à s'inscrire dans cette initiative-là, comment est-ce qu'on la met en œuvre, avec quelles priorités, et puis aussi, bien entendu, avec quels moyens selon les territoires, parce que j'aurai l'occasion aussi de vous en reparler pour parler plus concrètement de ce que je vis moi à l'échelle de ma communauté de communes. On n'est pas tous nés dans la même maison et on n'a pas tous les mêmes moyens. Donc il faut voir comment on pourra arriver dans l'avenir à se débrouiller pour ne pas accentuer la fracture sociale à travers le numérique. Donc juste vous redire les quelques items des problématiques et des questionnements qui ont été les nôtres. Le premier, c'est le point que je viens d'évoquer, c'est comment éviter les fractures numériques. Donc on a fait le constat bien sûr que ces nouveaux moyens de communication pouvaient, selon la manière dont on les appréhendait, soit être un facteur très favorisant pour le développement des territoires, y compris des territoires les moins favorisés, mais pouvaient aussi, si on ne s'en saisissait pas, accentuer cette fracture. D'où l'intérêt et l'enjeu de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est d'accompagner les élus pour cette prise de conscience de l'enjeu du numérique, mais pas les élus des métropoles, parce que je sais bien qu'il y a longtemps qu'ils sont en train de travailler là-dessus, pas forcément les élus des grandes agglos non plus, mais les élus de nos territoires, on va dire, plus ruraux, même si j'aime pas forcément ce terme-là. Alors, on va travailler aussi, bien sûr, et on a commencé à travailler avec les services de l'État dans le cadre du schéma d'accessibilité des services au public, parce que c'est aussi un grand enjeu qu'on veut inscrire dans ces schémas d'accessibilité, et on veut aussi que l'État, ça répondra un peu à la question qui est sous-tendue, qu'est-ce que l'État fait aussi pour nous accompagner? Il faut absolument qu'il nous donne les moyens de travailler sur ces enjeux du numérique à travers, bien entendu, des financements. Autre problématique évoquée, bien sûr, c'est l'open data. Comment, on n'est pas tous non plus concernés de la même manière. Et quelles opportunités cela peut ouvrir à nos territoires. Comment construire des plateformes sécurisées aussi et comment faire profiter à nos populations de l'ensemble de ces données numériques. Bien sûr, les enjeux de l'application du numérique dans les services publics locaux, avec toutes les régies, mais vous en avez parlé, j'imagine, le long de ce forum sur tout le volet de l'énergie, de l'eau, des déchets, des déplacements. Travailler aussi, bien sûr, sur des nouvelles formes de bénévolat, que sont le crowdfunding et les nouvelles formes de mécénat, et tout le volet mobilité. Alors, je ne vais pas reprendre non plus des sujets que vous avez dû travailler, bien sûr, beaucoup plus en détail, mais vous donner ce qui a été validé donc lors de la convention sur ces grands chantiers du numérique que la DCF veut mettre en œuvre. Le premier est bien sûr le suivi attentif du déploiement du plan de très haut débit. C'est une évidence, mais il faut bien sûr que nous soyons vigilants à ce que les engagements qui ont été pris soient tenus. La DCF, bien entendu, essaie elle aussi de s'approprier ces nouveaux outils interactifs à travers les bases de données qui sont communiquées à l'ensemble des collectivités, à travers la mise en ligne des documents d'urbanisme, à travers des tutoriels aussi. Et on travaille aussi maintenant avec des visioconférences à l'échelle de la DCF. Autre chantier, le troisième chantier, c'est le suivi des politiques d'e-administration. Là aussi, les potentiels sont énormes. Comment on accompagne la dématérialisation des marchés, la dématérialisation bien sûr de la facturation et le gouvernement ouvert à travers les open data. Le quatrième chantier, ce sont les innovations dans les process internes de bloc intercommunal, c'est-à-dire comment on s'approprie aussi à l'échelle de nos collectivités les enjeux du numérique à travers la mutualisation, à travers les réseaux d'information, la mobilisation des élus et le fonctionnement des assemblées. Il y a encore un gros travail à réaliser à ce niveau-là. Autre chantier, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est les incidences sur les services publics locaux que sont les transports, l'eau, l'assainissement, l'énergie, la santé, l'éducation.
complètement, on est très ambitieux. Disons que ce sont les chantiers de vigilance sur lesquels qui ont été bien identifiés par la DCF. Et puis aussi ce grand chantier, bien sûr, des économies locales avec ces nouvelles règles de partage qui aujourd'hui sont incontournables, sur lesquelles on ne reviendra certainement pas en arrière et qui est peut-être notre nouveau modèle de société, cette économie de partage qui, on l'évoquait tout à l'heure en aparté, hein, le numérique peut avoir aussi des aspects pervers, mais il peut aussi avoir des aspects extrêmement vertueux. Je pense que l'économie de partage, bien sûr en la régulant peut-être, peut être aussi une opportunité énorme, et il faut essayer de voir comment on peut la développer d'une manière équitable. Bien sûr, les usages possibles du numérique dans le cadre de l'e-démocratie et du débat public et des efforts de transparence du monde politique et de la transparence décisionnelle aussi. Je pense que là aussi, ça peut faire avancer la vie politique. Et un autre chantier sur lequel on a engagé la DCF, c'est la veille permanente par rapport à cette révolution du numérique, parce que les évolutions sont permanentes, sont quotidiennes, pour pas dire qu'elles se font de minute en minute. Et si on veut être toujours dans cette perspective, dans cette dynamique de la pratique sur nos collectivités, il faut que nous ayons des appuis et des organismes qui nous accompagnent dans cette veille. Voilà, donc c'était un petit peu une liste à la Prévert, comme le disait mon voisin de droite. Le sous-entendait. Bon, néanmoins, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de ces enjeux, qu'on les a identifiés et que la DCF va y travailler, va mettre les moyens aussi pour accompagner les collectivités dans ce domaine-là. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est qu'effectivement, et là, Olivier voudra vous poser quelques questions, mais d'ores et déjà, effectivement, même si la surveillance du très haut débit reste une préoccupation importante, vous êtes allé quand même très loin dans les demandes. On est vraiment dans cette société collaborative, le crowdfunding, la médiation en deuxième préoccupation finalement, l'idée de travailler autrement en interne et avec les territoires. Donc il y a quand même là un vrai cap de franchi, puisqu'on n'est pas dans le numérique tel qu'on pouvait le concevoir à une époque, outils au sens large, mais quand même, parce que côté outillage, on est bien dans cette société transformée. Et ça, je crois quand même, c'est très clair hein, dans les différents axes que vous mettez en œuvre. Olivier, tu voulais réagir, oui. Non, c'était pas pour réagir, c'était pour vous poser quelques questions, parce que là, vous nous avez dit quelle est la réflexion nationale de nos partenaires, hein, la DCF. Moi, je voudrais vous interroger plus sur vos fonctions au niveau local. Vous nous avez dit en préparant cette table ronde que vous êtes présidente d'une communauté de communes qui bientôt va dépasser le seuil des 15 000 habitants. Vous êtes à 6 000, vous allez passer à 18 000. Et ce que je voulais savoir, c'est au-delà de la prise de conscience, le jour où il faut mettre en œuvre tout ce qu'on vient de dire, y compris sur les usages, de qui allez-vous vous rapprocher? Est-ce que le fait d'avoir plus de communes, 18 000 habitants, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut aller travailler avec la grande ville d'à côté, avec la métropole un peu plus loin? Est-ce qu'il faut travailler avec le département s'il existe encore? Est-ce que c'est la région? Est-ce que c'est l'État? Enfin, est-ce que c'est les partenaires privés? De qui allez-vous être accompagné? Si j'avais la réponse, ce serait fabuleux. Alors, je ne sais pas de qui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir qu'on soit accompagné. On en discutait aussi avec quelques interlocuteurs que j'ai rencontrés aujourd'hui. Ce dont on s'aperçoit, alors aujourd'hui, mon territoire a 6 000 habitants. Vous imaginez le potentiel d'action qu'on peut avoir avec 6 000 habitants sur ce domaine-là. À 18 000 habitants demain, ce sera peut-être un petit peu plus viable, mais on aura besoin de toute façon d'une expertise bien plus conséquente que celle dont on peut bénéficier sur nos territoires. Alors, on l'évoquait justement, puisque j'étais avec Catherine Trottmann lors de la convention de la DCF, et elle expliquait un petit peu qu'ils avaient mis en place sur Strasbourg un logiciel de réseau d'accompagnement des personnes intervenantes auprès des personnes âgées à domicile. C'est-à-dire que c'était un outil qui permettait à tous les soignants, à tous les intervenants d'être connectés entre eux et de se connecter aussi avec les familles pour que tout le monde sache ce qui se passe et qu'est-ce qui a été fait et quelles sont les problématiques.
Et ils avaient fait ça en interne. Et je lui ai dit, mais nous, on a besoin d'exactement la même chose, sauf que on n'est pas du tout capable de le faire et on n'a pas les moyens de le faire. Et ce que je pense aujourd'hui, c'est que l'idéal, ce serait qu'on arrive à mutualiser, à partager, à modéliser ce qui a été fait par des entités, des collectivités comme les métropoles, des agglomérations qui ont les moyens de voir comment ils peuvent en faire bénéficier des territoires plus modestes, moyennant bien sûr rétribution. Mais je pense qu'il y a vraiment une nécessité, si on ne veut pas avoir une France à deux vitesses, et si on ne veut pas avoir des décalages, qu'on puisse justement travailler en collaboration partagée. Nous, on a souvent beaucoup d'idées, mais on n'a pas toujours les moyens de les mettre en pratique. Alors, on a aussi une ambition, je ne sais pas si j'en parle, mais je ne vais pas garder la parole plus longtemps. Mais donc, on a bien suivi toutes les démarches de Smart City, qui sont plutôt pour des territoires, des communes de plus de 8000 habitants, souvent, c'est de l'identification. Et nous, malgré notre taille modeste, on avait envie de faire un Smart Bourg, puisqu'on n'est pas City, on est sur des dimensions bien plus importantes, mais on a cette volonté aussi de s'inscrire dans cette révolution du numérique. On a entre autres un projet assez ambitieux sur la redynamisation du commerce en centre-bourg. On veut essayer d'aller à l'encontre aussi de cette idée du commerce en grande surface, impersonnel, avec des capitaux qui repartent à l'extérieur. Donc on veut redonner l'identité au commerce local, le service au commerce local. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, la viabilité, elle ne sera pas acquise dans la mesure où elle reste sur une zone de chalandise locale. Donc il va falloir que ces activités commerciales puissent travailler aussi dans un monde numérique bien plus large. Et on voudrait aussi les accompagner à travers notre démarche de Smart Bourg pour pouvoir travailler dans un cadre de e-commerce, capacité qu'ils n'ont pas aujourd'hui vu la modeste taille de notre territoire. Et bien sûr, toutes ces thématiques-là, autour du numérique, de la mobilité, des services à la personne, on voudrait essayer de le développer. Mais la complexité, c'est là aussi où on peut se retourner vers l'État, c'est de savoir comment on peut arriver à le mettre en œuvre à notre modeste taille. Peut-être passer la parole à André Rossino, parce que ce que vous disiez était assez intéressant. André Rossino, vous le savez, est président d'une métropole, une jeune métropole, puisque depuis le 1er juillet de cette année, secrétaire général de France Urbaine. Et d'une certaine manière, même si ce n'est pas le même territoire, vous interpellez la métropole en disant « mais est-ce que vous pouvez mettre à disposition des moyens ?» Mais est-ce que c'est simplement une question de mise à disposition de moyens? Est-ce que ce n'est pas autre chose que ça? On va peut-être laisser André Rossino réagir là-dessus. Je ne suis pas sûr que je réagisse là-dessus tout de suite. D'abord, je voudrais vous féliciter, madame, pour le travail fait et la série des interconnectés. J'étais très impressionné. Il y a le nombre d'exposants, la qualité, les talents, la qualité des débats. Et on arrive vraisemblablement à une sorte d'étape que vous avez franchie aujourd'hui, dans la qualité, dans les présentations et les efforts des entreprises. On voit bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de produits, beaucoup plus de services possibles. Et madame, il y a un fait politique qui s'est produit ou qui va se produire à la fin de cette année, c'est qu'il n'y aura plus de communes isolées. Toutes les communes de France seront dans une communauté de communes. D'abord, on n'en a plus 36 000, il n'y en a plus que 35 000, il y a eu des fusions, il y a eu des communes nouvelles, etc. Et d'autre part, même si c'est difficile, vous parlez d'interconnectés, mais beaucoup de communes sont en intercommunalité. Et je voudrais saluer le travail de la DCF parce que c'est pas facile. J'étais aussi au votre congrès à Strasbourg et tout le monde s'interroge en disant comment on va faire. Il y en a que pour les métropoles. Nous, on a moins d'argent, les plus petits. Il n'y a pas d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et là, on pourra imaginer quel peut être le rôle de votre institution, madame. C'est-à-dire pas faire, mais aider à faire, et susciter et obtenir des partenaires une volonté. Parce que je crois que aujourd'hui, ce qui nous manque,
c'est une coordination impulsive extraordinairement forte entre tous les acteurs qui développent la fibre. C'est extrêmement pressant. Je pense que je travaille beaucoup, moi, sur le pôle métropolitain autour du Grand Nancy, jusqu'au contact des Vosges. Le problème de l'accès au haut débit, est une revendication fondamentale. Ça me rappelle, parce que moi j'ai connu cette époque, quand Valéry Giscard d'Estaing a fait une proposition qui paraissait banale en 1974, il a dit il faut que tout le monde ait le téléphone dans 3 ans. Et il y a eu le téléphone dans 3 ans. Alors c'est pas la même chose, mais aujourd'hui on a des moyens beaucoup plus importants. Et si entre les grands groupes, entre les opérateurs qui ont des moyens, ils ne les mettent pas n'importe où d'ailleurs, entre l'État, les régions, les départements, les intercommunalités et les métropoles, on se mobilisait dans un laps de temps très court, je crois qu'on franchirait une étape. Et en tout cas, c'est une urgence de notre société. Sinon, il y aura beaucoup de mouvements browniens, de choses, de micro-solutions qui seront apportées dans les territoires. Et nous avons un problème d'accès à la culture du numérique. Et j'ai remarqué que dans un certain nombre de lieux, y compris dans la métropole, où il y a le numérique, eh bien, les entreprises, notamment dans les zones industrielles, n'ont pas tiré encore, après plusieurs années, tous les enseignements qu'elles devraient tirer de l'arrivée de la fibre, si vous voulez. Et on a donc un problème qui est aussi un problème culturel. Le tuyau, c'est bien, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait, avec qui et quelle culture? Donc, on arrive vraiment à une étape. Et le problème peut se poser, d'ailleurs, c'est la question que vous m'avez posée, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? C'est dans l'esprit aujourd'hui de la République, je dirais, non pas des interconnectés, mais de la République des territoires. Nous développons à France Urbaine ce concept. La République est une et indivisible. Ah, une bise à la... Hein, ça fait pas de mal à un Toulousain, ça. Nous vivons aujourd'hui en République, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on la vit? Et le problème sociétal est très grave. Est-ce qu'on la vit pleinement? Est-ce qu'il n'y a pas aussi, comme pour la fibre, des zones d'ombre, hein? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits qui sont... et ce n'est pas uniquement dans le monde rural, il y a aussi le monde urbain, etc. Il y a des endroits où il faut vivre pleinement la République. Et quand on dit la République des territoires, Madame la directrice, ce n'est pas pour scinder la France. La géographie, c'est tous les territoires. C'est tous les territoires, et pour faire République des territoires, il faut casser un certain manichéisme dans la manière de présenter les territoires. Il n'y a pas le centre-ville, il n'y a pas le périurbain, il n'y a pas les... etc. Il y a la France, et il y a des Français. Et si on classe les gens dans des zones comme ça, aujourd'hui, je vous assure, ou si on fait en sorte, sans les classer, de les considérer comme tels, nous aurons de graves problèmes sociétaux. Et là, aujourd'hui, je considère que la fibre est un allié dans la République, à une condition, c'est qu'on cesse de se considérer comme des territoires séparés. Donc nous sommes dans la République des territoires, et c'est un moment très important qui se dessine en ce moment, dont l'État a permis la mise en œuvre à travers une série de textes législatifs, mais il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait à son détriment. Il va y avoir beaucoup d'initiatives, beaucoup de prises de compétences, de pouvoir, et un rééquilibrage des pouvoirs entre l'État central et les territoires. Alors, je ne veux pas être trop long, mais si nous disons cela, ça veut dire, plutôt que de classer les territoires en catégories, il faut développer une alliance des territoires. Et le numérique est un facteur qui peut renforcer l'alliance des territoires.
plutôt que de se disperser, de dire « Ah, ma pauvre dame, vous êtes dans l'Aveyron », on l'entend ça, non pas pour vous, hein, mais on entend des considérations comme ça. On entend aussi de la violence monter des territoires dits ruraux aujourd'hui. Et cette violence, elle ne s'exprime pas que sur le numérique. Vous m'avez bien compris sur l'analyse sociopolitique que je fais. Or, ça, on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser faire ça et il faut être extrêmement attentif. Donc, République des territoires avec les valeurs républicaines, alliance des territoires, il faut développer des processus d'alliance. Et puis, ça a été dit souvent et on le voit sur des stands, etc., il faut développer une intelligence collective. Et l'intelligence collective, c'est d'abord le respect. On travaille ensemble. Il n'y a pas de discrimination. Et quand on développe un processus, ça veut dire qu'on laisse à l'entrée en salle de réunion un certain nombre de préjugés et on se remet à travailler sur une vision nouvelle des territoires sans préjugés avec tout le monde. Et ça, aujourd'hui, c'est fondamental aussi. La fertilisation croisée entre les administrations et surtout, un travail entre l'ensemble des élus des territoires, un travail avec le monde de l'université et de la recherche. Vous avez dans chaque grande ville universitaire française un potentiel de ressources en numérique, en formation, etc., qui peut être un atout phénoménal au service des territoires. Encore faut-il aller les voir, travailler avec eux, développer des programmes. Et puis le monde économique. Et si on fait cette alliance entre le monde de l'économie, le monde des territoires, de l'université et de la recherche, si on fait un peu de benchmarking pour voir comment ça se passe en Europe et dans le monde, je suis sûr qu'on reviendra, parce qu'il y a du chemin à faire, vers des territoires et surtout des citoyens qui se trouveront en situation de convergence, d'égalité et de rapprochement. Et ça, aujourd'hui, entre ce que vous faites, et je conclurai sur ce point, ce que vous faites ici, l'évolution de ce que vous faites, parce que vous avez 9 ans ou 10 ans d'existence, peut-être même plus, non ? Alors, l'association Réseau des territoires innovants portée par l'ADCF et France Urbaine existe depuis 2009. Et l'événement auquel vous participez tous ici, qui est né en région Rhône-Alpes, c'est aussi et à Lyon, pour cela qu'on est toujours là, et là dans sa 13e édition. Alors moi, ça n'est que la 3e, madame. Oui, je suis un jeune interconnecté, hein, mais on fait ce qu'on peut, madame. On ne vient pas tous de Toulouse. Hein. Et sur ces bases, je pense qu'il va falloir que vous grandissiez en termes d'espace de promotion et de message. Et là, je pense que le moment est venu de rédiger une sorte de plateforme, un état de la situation, les demandes, la convergence entre le monde des grandes villes, des métropoles, le monde des territoires, pour qu'on puisse s'adresser dans les périodes électorales qui vont venir. Je pense que c'est important que l'État d'aujourd'hui, l'État de demain, soit dans une adaptation. Alors, jusqu'ici, l'État a été, et je salue son travail, au devant de l'innovation, du benchmarking, de la promotion, des appels à projets, etc. Mais il faut que tout l'État soit en marche. Hein. N'y voyez aucune allusion politique. À Lyon, je peux le dire. Hein. Vous lui donnerez le bonjour, hein, au maire de Lyon. Mais sur ces bases-là, c'est un mouvement assez extraordinaire qu'on peut réussir. Et vous voyez comme quoi de partir d'une initiative grand lyonnaise, amener des femmes et des hommes passionnés, amener maintenant les structures politiques, hein, entre la DCF, France Urbaine, et puis les pouvoirs publics, les régions qui font aussi un travail. Nous, on a une région Grand Est de 10 départements. Les choses avaient bien évolué dans 3 départements. Le président de la région a dit, je prends les 7 qui restent, on fait une délégation de service et on avance à marche forcée. Vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça a eu
en termes, je dirais, de souci de l'efficacité. Les gens veulent de l'efficacité. Ils veulent savoir où ils vont. Ils veulent se rassembler. Et aujourd'hui, l'outil informatique doit être un lieu d'éducation, un lieu de rassemblement, un lieu d'ouverture, de respect, et puis d'ouvrir sur le progrès. Et vous savez, j'ai une formation médicale. Ce que les gens ont du mal à vivre, c'est l'accélération. Quand l'accélération pour le bien ou pour le mal, pour les difficultés, etc., sont trop fortes, l'accélération, je dis, les gens sont en situation de décrochage. Eh bien, aujourd'hui, il faut se servir du numérique pour rapprocher les gens et pas en faire un outil de dispersion sociétale, parce que ce serait la pire des choses. Merci beaucoup de ce propos, effectivement très complet. À la fois, on voit bien la convergence de ces transformations institutionnelles, la part que peut prendre le numérique. On retrouve aussi cette idée de rester en proximité, de veiller au bien-être et à conduire cette ligne que vous partagez parfaitement sur ce côté très humain et au service quand même du citoyen avant tout. Donc, merci beaucoup et j'écoute vos conseils. On va travailler d'arrache-pied dès ce soir pour la suite. Pour compléter le propos, Bertrand Serpe, merci de nous rejoindre. Vous arrivez en direct de Toulouse, donc effectivement, merci d'être là avec nous. Il y a deux points qu'il faut qu'on voit ensemble, si vous en êtes d'accord. Il y a déjà l'actualité aussi sur l'open data. On est depuis 2 jours ici au Forum avec Open Data France que vous présidez depuis plusieurs années. Et puis 2 ans, non c'est ça? 1 an? Non, 3 ans. 3 ans, voilà. Et on a là une actualité aussi qui s'impose, qui fait partie de ces nouveautés, de cette accélération et de cette nouvelle manière de fonctionner. Et donc l'association a été mandatée sur une mission d'accompagnement des territoires, l'open data. Quels sont aujourd'hui les points clés que vous commencez à voir? Les premiers préfigurateurs ont été identifiés. Comment vous voyez ce passage, le rôle de la data et de l'open data dans cette transformation numérique un peu globale? Question vaste. Voyons déjà sur la mission et puis. Alors merci de me donner la parole. Excusez-moi pour ce retard, effectivement. Peut-être un petit retard d'Air France qui ont fait que je ne suis venu que cet après-midi. Je devais être là ce matin. Open Data France, effectivement, l'association partenaire des interconnectés depuis quelques années maintenant, a été missionnée par les 2 ministres, Axel Lemaire et Estelle Grelier, sur un audit un petit peu de la situation aujourd'hui en France sur la libération des données publiques dans les collectivités. C'est un petit peu l'essence même et le but de cette association qui milite fortement pour l'open data depuis quelques années déjà. Effectivement, j'en ai pris la présidence en 2014. Ça va faire presque 3 ans. Cette association, donc, qui regroupe des collectivités, a travaillé pendant tout l'été sur un rapport que nous avons remis en Aveyron. Je sais pas, vous êtes d'Aveyron sûrement ? Voilà, à Rodez le 17 octobre, vous étiez peut-être là, en présence des ministres, sur un petit peu un audit sur la situation aujourd'hui des collectivités et comment, pour les communes de plus de 3500 habitants, puisque la loi l'impose, la possibilité de libérer ces données. Et effectivement, on peut s'apercevoir qu'aujourd'hui, pour des grandes métropoles comme Lyon, Toulouse et d'autres en France, Marseille, il y a effectivement peut-être plus de facilité ou de freins, d'ailleurs, c'est pas forcément le cas, d'ouvrir des données, alors que dans les petites communes, c'est peut-être plus compliqué aussi. Et cet audit qui a été fait avec l'ensemble des partenaires de l'association Open Data France, mais aussi avec Etalab et nos partenaires habituels, a permis de distinguer en fait un certain nombre de recommandations. Je peux en citer quelques-unes, notamment par exemple sur l'idée de partir du besoin des collectivités et non pas de l'idée de libérer n'importe quelle donnée parce que c'est plus facile ou parce que c'est une tradition dans une collectivité, de travailler sur ces besoins d'un socle de données comment dirais-je, presque vital pour les collectivités. Ensuite, sous l'idée aussi de travailler sur ce que j'appelle les best practices, les meilleures pratiques pour diffuser l'open data sur les collectivités et d'aider aussi ces collectivités à travers le savoir-faire que possède
l'association et ses partenaires. Et puis l'idée, enfin, qui est une idée majeure et qui rejoint ce que disait M. Rossignol sur les territoires. En fait, de prendre 9 territoires, à l'origine il devait y avoir 8 territoires expérimentaux en France, 9 territoires pour essayer d'expérimenter ces usages pour libérer les données publiques. Donc ça, c'est le rapport dans ses grandes lignes, hein, et c'est un rapport de 80 pages que je vous incite d'ailleurs à lire, qui est assez intéressant, sur le site d'Open Data. À partir de là, il fallait faire, parce que ça c'est l'idée, qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais il faut faire. Et c'est la mission que nous avons confiée, donc les 2 ministres, et pour l'année 2017, pour mettre en place ces recommandations sur l'ensemble des territoires, d'où l'idée effectivement des territoires expérimentaux à travailler et l'aménagement des territoires. Mais dans deçà de ces préconisations, l'open data est, à mon avis, ce que je dis souvent et ce que j'ai encore dit au dernier forum Smart City à Toulouse, que nous avons réalisé la semaine dernière, c'est l'or en fait du XXIe siècle. Parce que à la fois c'est de la transparence effectivement des données publiques, c'est rendre aux citoyens ce qui appartient aux citoyens, peut-être que vous l'avez dit et c'est tout à fait normal, mais c'est aussi une façon de pouvoir envisager l'économie du futur, ce qu'on appelle la nouvelle France industrielle, qui était je crois un des thèmes de M. Macron, pour ne pas le citer. La nouvelle France industrielle, c'est aussi ça, c'est aussi pouvoir trouver des nouveaux usages, des nouvelles solutions pour nos entreprises et pour développer nos territoires. Et bien en deçà des outils qui sont le numérique, il faut regarder effectivement tout le côté sociétal, social et de l'aménagement de ces territoires. Et la force aujourd'hui de nos territoires, elle vient de cette open data, de ce que nous pouvons libérer, de ces données que l'on peut mettre à la réutilisation ou l'utilisation. Alors il y a la loi qui passe par là, et effectivement il y a un certain nombre de contraintes pour faire en sorte de développer nos territoires. Et ça c'est une force que je pense il est important de s'approprier. À Toulouse, nous avons construit une open métropole, une smart city basée sur la smart data, collaborative, inclusive, résiliente, agile. Ça sont des mots, mais derrière c'est aussi de la co-construction avec de l'adaptation au milieu qui aujourd'hui évolue très rapidement à l'ensemble des conditions sur lesquelles sont soumis nos territoires. Et il faut être effectivement prudent. La loi aujourd'hui de la République numérique d'Axel Lemaire pose un certain nombre de postulats, mais il faut aller plus loin, je pense. Et puis il y a surtout un sujet qui, à mon avis, est fondamental, c'est une harmonisation européenne, parce que si demain on veut exister face aux 2 blocs que sont les États-Unis et par exemple la Chine, qui sont l'Europe, si on n'arrive pas à se fédérer, si nos territoires n'arrivent pas à se fédérer et à créer les conditions de notre indépendance d'un point de vue des data, on aura de grosses difficultés à survivre dans ce 21e siècle qui s'annonce hyper concurrentiel. Je ne veux pas paraître comme l'ultralibéral que je ne suis pas, mais il faut se dire quand même qu'il y a des enjeux primordiaux que, à mon avis, le politique, et pas que le politique, le citoyen et le politique doivent prendre en main dès aujourd'hui. Je sais que c'est déjà le cas, mais aller beaucoup plus loin. Dans cette république des territoires intelligents, cette intelligence de la donnée, elle est aussi pour soi, mais elle est aussi en écho et en élargissement international. Vous dites dimension européenne pour parler aux autres dimensions au niveau international. Olivier. J'avais une question. Il se trouve que hier matin, je participais au conseil d'administration d'un organisme important qui s'appelle l'Institut de la gestion déléguée. La DCF vient de rentrer au conseil d'administration, donc nous y étions, France Urbaine et la DCF, et un des questionnements qu'ils avaient, c'était, vous savez que nos associations d'élus militent très fortement pour l'ouverture des données, notamment de nos grands opérateurs, EDF, enfin en matière de déchets, d'énergie, etc., etc. Et on nous oppose l'idée de la concurrence, de cette mine d'or, qui devrait l'exploiter, qui en tirera bénéfice, etc., etc. Le point du discours auquel on était arrivé, c'est qu'il est normal que les grands opérateurs mettent à disposition des collectivités locales l'ensemble des données, mais elles aimeraient pouvoir limiter la transmission ou la façon dont la transmission pourrait se faire vers l'extérieur, vers la population, vers des start-up qui pourraient s'en emparer, etc., etc. Et à vous entendre, j'ai eu l'impression que finalement, il y a encore un dialogue à organiser, parce que je crois qu'ils ont peur de choses qu'on ne demande pas.
et que nous-mêmes, on n'est peut-être pas aussi jusqu'au boutiste que ce que eux peuvent imaginer. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Le commentaire, il est simple. Je les ai rencontrés il n'y a pas si longtemps. Il y avait un forum à Paris, justement, à l'ouverture de la grande semaine sur l'open gouvernement. J'ai rencontré les gens de l'IGD avec Pierre Chaban, que je connaissais par ailleurs. On a eu l'occasion de pouvoir discuter. Il y a beaucoup de choses encore qui restent à faire. Il faut qu'on travaille ensemble. Enfin, en tout cas, l'association Open Data France devrait travailler avec l'IGD sur ces sujets parce que nous, effectivement, on essaie de regarder les données publiques, c'est notre devoir, mais il y a effectivement toutes les données privées à côté qui sont une mine exponentielle, enfin énorme, que l'on doit pouvoir effectivement travailler avec les données publiques pour travailler sur de l'analyse prédictive de données, parce que c'est cet enjeu-là qui est, à mon avis, primordial pour nos territoires. Nous, on est garant de ce qui va se passer sur nos territoires. On doit être quelque part régulateur, je pense, mais on doit pouvoir permettre effectivement la création de valeurs ajoutées nouvelles avec le public. Et le privé, pardon, bien sûr. Donc, je pense qu'il faut qu'on se mette autour de la table en 2017, qu'on puisse discuter. Et c'est un axe, d'ailleurs, que je veux proposer à l'Assemblée d'Open Data France. Mais j'y étais pas ce matin, mais je voulais en parler, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Très bien, merci. Donc, on voit là un certain nombre de préoccupations du très haut débit, des préoccupations de vie quotidienne, de transformation des territoires dans leur mode de fonctionnement, cette alliance des territoires, cette manière de faire ensemble, ne pas mettre sur le côté, arriver à embarquer ensemble la dimension data qui s'ajoute et qui est vraiment au cœur. Finalement, on le voit de plus en plus dans l'ensemble des sujets qu'on traite. Au début, il n'y avait que l'open data, puis finalement, on a commencé à parler data dans à peu près tous les ateliers et tous les sujets qu'on avait. Donc là, je pense qu'on a effectivement les éléments de cette problématique. Ce que je vous propose, c'est pour pouvoir réagir ensuite et entamer ce dialogue aussi avec ce que propose l'État et vers où on peut se projeter demain. On avait invité Henri Verdier à nous rejoindre. Il devait être là. Malheureusement, il est retenu au Sénat pour des questions qu'on ne discute pas, évidemment. Nous n'avons pas ce poids-là. Mais on a demandé à ce qu'il puisse nous faire une petite interview quand même pour donner des éléments. Alors, l'interview a eu lieu vendredi matin, le dernier jour de l'OGP, donc ces journées de l'Open Government, qui était la journée en plus des collectivités, donc ça c'était l'élément de contexte. Et on lui a demandé de nous parler de l'État plateforme, parce que c'est un point qui nous semble aussi intéressant dans cette future relation. Vous le disiez, madame, peut-être que quand on fait quelque chose quelque part, on peut le partager avec un autre. Il y a peut-être cette idée d'un bien commun et de partage. On s'est dit, l'État plateforme, il y a peut-être aussi de ça. Donc, essayons de mieux comprendre de quoi il s'agit. Si on peut lancer la vidéo, elle est très courte, 5 minutes, et assez didactique, s'il vous plaît. Nous sommes donc au 3e jour du sommet mondial du partenariat pour un gouvernement ouvert, qui cette année est organisé par la France. Et nous avons 5000 acteurs du changement qui convergent de 135 pays pour échanger ensemble, partager leurs bonnes pratiques et se redonner du cœur à l'ouvrage. Leurs points communs, qu'ils soient ONG, local authorities, disent nos amis anglo-saxons, États, activistes, parlements, c'est qu'ils pensent que la démocratie aujourd'hui doit se régénérer après le numérique, que à la fois la défiance et la colère que manifestent les citoyens et leur désir et leur capacité d'engagement, celle des civic tech, celle des grands collectifs, celle du logiciel libre. Tout ceci crée une configuration où la transparence, la concertation, la contribution, l'engagement des citoyens sont peut-être la seule chance de la démocratie qui est menacée par les populismes, menacée par la manière dont elle répond elle-même à ces nouvelles menaces, terrorisme, etc. Et précisément, si la France a apporté quelque chose dans ce partenariat, qui était un peu pensé comme un face-à-face État, société civile, c'est de dire non, la démocratie c'est un tout. Les parlements, les collectivités, les institutions indépendantes font partie et doivent rentrer dans un projet d'ouverture. Et donc aujourd'hui, en fait, à Paris, est inauguré le chapitre Local Authorities de l'Open Government Partnership à l'initiative de la France. Il y a 15 grandes métropoles mondiales
qui ouvrent ce chapitre et qui vont essayer de travailler les mêmes concepts, mais au niveau local. Pour l'instant, c'est surtout des villes, en fait. Et on est assez fiers de dire c'est pas juste des promesses des chefs d'État, c'est aussi un engagement total de toute la vie démocratique. Le concept d'État plateforme, ça va être très important. Ça guide beaucoup de nos actions. C'est une vraie ressource pour les collectivités. Il va falloir apprendre tous à travailler avec de tels concepts. Si on regarde l'histoire du numérique, ce qui a changé le monde à plusieurs reprises, c'est toujours quand une ressource devient une plateforme sur laquelle des milliers d'innovations peuvent se greffer. Windows, Internet, le web, le smartphone n'ont changé le monde que parce qu'ils sont devenus plateformes. Une plateforme, c'est un système qui est ouvert, qui est à cable, on peut s'en servir, on peut l'attaquer et lui faire autre chose, qui a du feedback. La plateforme se nourrit de la richesse de ses utilisations. L'État a tous les composants qui permettent de se penser comme une plateforme. Il peut fournir de l'identité, il peut fournir de la data, il peut fournir du cloud, il peut fournir de la monnaie, il peut fournir de la certification. Et nous apprenons petit à petit à ouvrir ces ressources à travers des API, comme on dit en informatique, des interfaces de programmation d'applications, pour que notre informatique soit extrêmement fluide, modulaire, permettant de greffer, de fabriquer des services innovants presque comme des Lego, en prenant des briques. Je prends l'identité France Connect, je prends la donnée de l'INSEE, je prends l'API de la bonne boîte et je fais un nouveau service. C'est une réforme de notre informatique qui nous rend, nous, plus souples, plus fluides, plus innovants déjà en interne et qui s'ouvre vers l'extérieur pour permettre que chaque ressource soit réutilisée des milliers de fois pour faire des milliers d'applications. Concrètement, l'État plateforme, ça peut structurer puissamment les relations de l'État, des collectivités locales et d'ailleurs de la société civile, des entreprises et des activistes et des associations durablement. D'une part, c'est un ensemble de ressources très faciles à activer. Aujourd'hui, il y a France Connect, c'est la gestion d'une identité. Il y a d'ailleurs une 60aine de portails de collectivités dans lesquels on se logue déjà avec France Connect. Mais peut-être un jour, il y aura le système de paiement que développe la DGFiP. Il y aura des données de référence. Donc là, c'est de la ressource brute, facile d'usage. Ensuite, il y a des communs numériques. Aujourd'hui, marché public simplifié est un outil qui permet de répondre à un appel d'offres sans envoyer un seul papier et qui a décollé plus vite dans les places de marché des régions que sur place. Aujourd'hui, c'est peut-être un des plus intéressants, Open Fisca rassemble l'État, avec d'ailleurs des chercheurs et des activistes, a mis en place en open source les 40 000 règles du droit fiscal et social. Et il y a un certain nombre de collectivités qui commencent à rajouter leurs propres règles pour faire des applications pour leurs citoyens et pour rendre le droit exécutable à leurs citoyens. De même, nous avons ce projet fabuleux de la base nationale adresse qui veut géolocaliser à la perfection toutes les adresses postales. Et il y a beaucoup d'open data des collectivités qui a contribué puissamment à structurer la base adresse. Et après, les citoyens viennent compléter grâce à OpenStreetMap. Donc c'est une deuxième famille d'actions où on continuera à proposer de rentrer dans des collectifs. Et puis enfin, c'est une logique générale où l'interopérabilité est construite par des interfaces simples. Et elle est construite autour des usages, autour de la capacité d'agir et pas à partir d'immenses catalogues de règles, de normes et de standards. Et c'est vrai que je propose à chacun de regarder la manière dont, au fond, ce monde du numérique a inventé des logiques d'action collective qu'on a vues chez Wikipédia, qu'on a vues dans le logiciel libre, et qui sont quand même très puissantes, qui permettent à des millions d'acteurs sur la planète de se synchroniser à signaux faibles. Et après tout, dans le système compliqué de relations État, collectivité locale, société civile, entreprise, on peut peut-être s'inspirer aussi de ce qui a permis à certains de faire un noyau Linux ou Debian ou autre si facilement, somme toute. Voilà, la vidéo est finie. On me reprend le son, oui. Donc voilà, très rapidement, ça me semblait quand même important que cette parole soit donnée. On voit que l'État, là, dans cette définition qui nous en est donnée, est très différent de l'image qu'on a d'une institution régalienne qui émet des décrets qu'on applique ou qu'on n'applique pas. Pendant des années, la dématérialisation, par exemple, c'était des décrets, et puis de temps en temps, on les mettait un peu sous tout en dessous de l'étagère, en se disant ça passera. Les décrets ne représentaient pas la loi. Ça arrive fréquemment.
Là, j'ai pas cette expérience-là, mais je vous crois sur parole. Du coup, effectivement, là aussi, transformation très forte, et je trouve très en lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein, vraiment, on retrouve cette idée de développement de commun, on retrouve cette idée d'international, de faire ensemble pour déployer une puissance différente, on retrouve cette idée d'alliance ensemble, et je suis assez presque surprise que ce soit aussi en rapport les uns avec les autres. Pour accompagner aussi ce développement, l'Agence du numérique a été créée comme une sorte d'interface entre l'État et les collectivités. C'est aussi votre mission. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots aussi plus précisément au sein de l'agence, puisqu'il y a la partie très haut débit, on en a parlé, on sait qu'il faut surveiller et qu'il va falloir de la fibre, vous l'avez bien entendu, hein, on compte sur vous. Vous avez aussi la partie French Tech, qu'on connaît tous très bien ici et qui marche très très fort. Vraiment, tous les territoires, et j'en profite pour le dire, font un boulot génial pour activer de partout. Et vous êtes sur la société numérique, justement. Alors, quels sont les sujets, puis comment on peut travailler ensemble sur ces points-là? Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité dans cette table ronde d'élus. On est ravis puisqu'on est un peu considéré comme l'agence des territoires autour de ces questions de numérique. J'en profite pour saluer Karine Doniensos qui fait partie du comité d'orientation de l'agence, puisqu'on a cette chance d'avoir un board de challenge de projet avec des personnalités expérimentées, des élus locaux. Donc l'agence du numérique, c'est comme vous l'avez dit, c'est trois missions principales: le très haut débit que tout le monde connaît, la French Tech que tout le monde connaît aussi, et puis le programme Société numérique qui est en train d'émerger, qui a été développé progressivement sur l'année puisque l'agence a 1 an d'existence. Juste par rapport à l'intervention d'Henri Verdier, nous on n'est pas un service interministériel, on est basé au ministère de l'économie et des finances, ce qui fait la différence aussi de notre action. Sur la méthodologie d'action, pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant par les différents participants, nous on a 3 maîtres mots pour les 3 missions de l'agence. Le premier maître mot, c'est vraiment l'action. On est considéré comme effectivement à la différence par exemple du Conseil national du numérique comme une administration de mission qui a pour but de mettre en place des projets et donc d'être un do tank et pas vraiment un think tank. Le deuxième maître mot qui est important aussi quand on traite du numérique, c'est la question de l'agilité. L'idée, c'est d'amorcer, de faire accélérer des projets qui sont souvent des projets mis en place dans les territoires, des actions décentralisées portées par des collectivités, des acteurs, des écosystèmes, et de les faire accélérer, de permettre l'amorçage parfois ou l'accélération sur des temps très courts. Ces projets ont vocation à être évidemment pérennes, mais notre action auprès de ces projets n'a pas vocation à être pérenne. Les projets ont vocation à être réappropriés par les acteurs qui en sont à l'initiative ou par d'autres acteurs qui sont volontaires dans la mise en œuvre à terme de ces actions. Et troisième souci et troisième maître mot de l'action, c'est le partenariat. L'intelligence collective, comme ça a été dit tout à l'heure, dans la conception de programmes d'action et dans leur mise en œuvre. On travaille. C'est la question du rôle de l'État aujourd'hui. Elle se pose à l'heure du numérique, elle se pose dans ses modalités d'intervention, elle se pose dans son périmètre d'action, dans sa légitimité à agir. Sur la société numérique, elle se pose d'autant plus que sur le très haut débit. Et l'idée, justement, dans le cadre de cette réflexion, c'est d'agir sous la forme de partenariat avec les collectivités, avec les écosystèmes d'innovation pour la French Tech, avec les acteurs de la médiation numérique qui sont pour certains, que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur le forum, les espaces publics numériques, les tiers-lieux, les cyberbases pour les plus anciennes, voilà, tous ces acteurs de la médiation numérique qui sont des acteurs évidemment importants et qui font vivre au quotidien la République numérique comme on peut l'appeler. Sur le programme Société numérique, plus précisément, l'idée, et ça fait cohérence avec ce qui a été dit avant, c'est que les infrastructures, c'est bien, c'est nécessaire, c'est indispensable. Néanmoins, l'infrastructure humaine, l'appropriation
par la population française de ce que c'est que le numérique, en termes d'outils, en termes d'usage, en termes de potentialité, en termes de capacité d'action, c'est aussi essentiel. Et on ne peut pas penser l'infrastructure technique sans l'usage et l'incapacitation des gens. Et donc le programme Société numérique a vocation à travailler justement à rendre accessibles les opportunités du numérique pour la population, en favorisant les projets qui ont pour but d'agir donc dans le cadre de la médiation numérique, en favorisant les projets de diffusion de culture numérique, en favorisant l'accompagnement à la dématérialisation. Voilà, ce genre de projets qui sont pour la plupart, et nous on n'agit pas sans les territoires, on n'agit pas à la place des territoires, on n'agit pas surtout contre les territoires, on agit pour favoriser, faciliter. On parlait de la valorisation des bonnes pratiques, de la valorisation des exemples, des expériences réussies. Nous, on facilite le lien entre des collectivités qui ont une problématique identifiée, qui ne savent pas comment y répondre, en les mettant en contact avec des collectivités qui ont répondu par avance, en amont, et en ayant réussi à cette même problématique. On va favoriser l'émergence de dispositifs de financement innovants pour les actions de médiation numérique. On va favoriser la visibilité des acteurs de la médiation numérique au sens très large pour permettre aux Français d'aller se former, aux personnes de s'acculturer au potentiel du numérique et aux nouveaux usages. Et on facilite, on harmonise, on mutualise. On essaye de mobiliser aussi les acteurs quand on a une capacité de mobilisation supplémentaire et une légitimité à le faire et une vision transversale des enjeux. Merci pour ce premier point d'explication. On va peut-être revenir par des questions plus dans le détail. Vous devez partir. Est-ce que vous avez une dernière question avant de partir ou vous vous sauvez tout de suite? D'accord. Vous en avez plein. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup. On vous libère parce que votre avion ne vous attendra pas. Merci beaucoup. Et puis, on compte sur vous pour une prochaine, pour continuer nos débats très rapidement. Merci beaucoup. Alors, dans ces préoccupations de médiation numérique, concrètement, par exemple, un territoire qui veut accentuer cette partie-là, ça a été une des préoccupations évoquées tout à l'heure, comment il peut se tourner vers vous? Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Alors, déjà, plusieurs choses par rapport au programme Société numérique. Le constat, il est clair. Il est que effectivement il y a un risque de fracture. Il y a des fractures aujourd'hui qui sont liées au développement du numérique et qu'on ne peut pas satisfaire, et que l'État est attendu dans justement cette question de l'égalité du numérique dans les territoires, mais aussi dans l'usage et l'utilisation. Donc plusieurs choses, plusieurs projets qu'on a mis en œuvre qui ont été lancés récemment et annoncés par la ministre. Premier outil qui est utile au territoire et qui est ouvert à contribution des collectivités, des structures, des acteurs, c'est ce qu'on appelle un laboratoire. L'idée, c'est d'avoir un espace, une ressource qui permet d'agréger des données et des savoirs sur les usages et les attentes autour du numérique. Et en parallèle de cette agrégation, de proposer un décryptage des enjeux sur le numérique. C'est donc un laboratoire qui est appelé laboratoire d'analyse et de décryptage du numérique, qui est sur le site de l'agence, qui met des données de différentes enquêtes, de baromètres du numérique, des usages numériques en open data, et qui, parallèlement à cette ouverture de données, travaille sur la production d'intelligence collective et de savoir partagé, ouvert, sur les questions d'usage, de compétences, de pratiques numériques. Cet outil-là, qui a été lancé le 29 novembre dernier, fait vraiment appel à contribution, puisque en fait l'idée c'est de favoriser aussi l'émergence d'observatoires régionaux, ou l'utilisation de cet observatoire national par les observatoires ou les différentes collectivités, les différentes actions dans les territoires. Ça, c'est la première chose, et ça témoigne de la volonté et la démarche partenariale qu'on essaye d'engager et de renforcer sur la question de l'acculturation au numérique. Donc, premier outil. Deuxième outil qui est
qui n'est pas forcément très facile d'appropriation quand on n'est pas un acteur de la médiation numérique, parce que c'est quelque chose qui, à terme, a vocation à apporter des externalités positives pour tous les territoires, mais qui sera sur du long terme. C'est l'idée d'avoir une structuration des acteurs de la médiation numérique. Donc les mettre en réseau, les repérer davantage. Le réseau existe. On accompagne sa structuration aujourd'hui sur un second temps, qui est la création d'une coopérative d'intérêt collectif qui permet de rassembler sous une même bannière la diversité des acteurs de la médiation numérique qui font la force de la médiation numérique, mais qui font aussi aujourd'hui la faiblesse, notamment quand il y a une recherche de financement ou une volonté de porter des projets au niveau national. Donc ça, c'est un projet qu'on accompagne. C'est un projet qui a été, c'est un projet bottom-up. Hein, c'est un projet qui est né de la structuration des acteurs de la médiation numérique, et que nous on accompagne en termes de financement, d'amorçage, mais aussi en termes d'ingénierie. Puisqu'on est 5 dans l'équipe, donc on essaye de faire au mieux en termes d'ingénierie pour les acteurs. Et troisième projet important aujourd'hui, c'est la question. Alors c'est l'article 69 de la loi République numérique qui demande, qui a inscrit le fait d'élaborer un document cadre sur le schéma d'usage et de services numériques dans les collectivités pour favoriser la mise en cohérence de stratégies territoriales sur les usages et non pas que sur les infrastructures. Et l'élaboration de ce document cadre nous a été confiée. Et nous, on entame le travail partenarial pour justement arriver à aboutir à un document cadre co-construit. Donc les deux objectifs qu'on a sur ce document cadre, qui est vraiment pour but d'organiser, de favoriser l'organisation et la mise en œuvre de stratégies cohérentes au niveau territorial sur les usages et l'appropriation de la médiation numérique. C'est de le co-construire avec les associations de collectivités, les collectivités, les acteurs de la civic tech aussi, les acteurs de la médiation numérique plus traditionnelle, et de faire en sorte que ce document cadre soit pas un énième, comme certains disaient, un énième document technocratique qui ne sert à rien, mais vraiment un kit, une boîte à outils pour les collectivités. Et en ça, on a observé, on a suivi avec beaucoup d'attention ce qui a été fait sur l'open data par Open Data France, et on souhaite vraiment que ce soit un document opérationnel qui serve aux collectivités, qui les outille, qui identifie les bonnes pratiques, les expériences réussies, et qui soit en capacité de favoriser vraiment la réalisation de schémas d'usage, de stratégies d'usage et de services numériques rapidement. D'accord. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Donc, un observatoire, une mise en capacité plus forte des réseaux, des EPN, enfin toute la médiation numérique, et puis ce kit pour travailler sur les schémas d'usage localement. Donc ça, je crois que c'est effectivement intéressant, c'est clair. Est-ce que maintenant, je voudrais me retourner aussi vers Bertrand Serp. Quelle réaction vous avez, vous, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, la proposition d'Henri Verdier? Comment vous percevez ce nouveau rôle de l'État? Comment, en tant que peut-être même métropole de Toulouse, vous imaginez que ça peut répondre ou moins à la manière dont vous concevez les choses? Alors, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure, mais je vais approfondir. Je crois qu'aujourd'hui, la modernisation, en tout cas de l'État, cette République, cette société numérique, elle passe par les territoires. On ne peut pas avoir un discours de dire aujourd'hui on veut donner plus de liberté aux territoires, on est en open data, et puis essayer d'avoir quand même une centralisation étatique. Je pense qu'il faut simplifier tout ça. Il y a le législateur qui s'occupe de la loi, et à partir de là, les territoires. Aujourd'hui, les régions, pas que les métropoles, mais les régions et les métropoles ont de plus en plus de pouvoir. Et ce pouvoir, il est quelque part logique dans une mondialisation qui n'est plus nouvelle, qui est aujourd'hui une réalité. Et dans ces problématiques de data, si les territoires n'arrivent pas à prendre eux-mêmes l'initiative à partir de la loi de leurs actions,
je ne pense pas que les choses viendront d'en haut ou se feront comme avant, avec une centralisation très prononcée. On voit bien que dans la loi, il y a des choses très intéressantes. Ce qu'a fait Axel Lemaire est un travail important, une ouverture, une consultation des citoyens par rapport à la loi, très bien. Mais à partir de là, une fois que la loi est promulguée, il faut laisser les territoires vivre leur vie, si j'ose dire. Et en matière de numérique, bien sûr, il y a des aides de l'État, mais il faut que nous-mêmes, nous soyons, comme modestement, on a fait à Toulouse notre schéma directeur de la Smart City, l'Open Métropole, on a construit notre schéma directeur. On a pensé nos usages, voilà. Je pense que c'est ce travail-là que chaque territoire doit faire. Et surtout, il ne faut pas regarder les choses comme on fait d'habitude, toujours franco-français. Il faut avoir un petit peu de hauteur, prendre la hauteur et regarder d'un point de vue macro. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un sujet qui nous échappe quelque part. Si on n'arrive pas aujourd'hui, l'open data et la société numérique à la rendre plus forte sur nos territoires européens, on n'arrivera pas à vraiment pouvoir capter les enjeux de ces prochaines années. Et moi, je crois là-dessus qu'il faut donner plus de lest aux territoires et il faut laisser les territoires s'organiser pour eux-mêmes pouvoir envisager les enjeux de demain. André Rossino, un mot de conclusion peut-être? Oui, je crois qu'elle est naturelle après vos propos, Monsieur le Président. C'est-à-dire qu'on est à une mutation de l'organisation des pouvoirs publics, y compris profondément dans notre pays. S'il n'y a pas cette étape urgente de décentralisation, qui n'est d'ailleurs qu'une mise en cohérence avec la Constitution, il dit que les territoires, la République s'organisent de façon décentralisée. Elle ne l'est pas. Les lois qui viennent d'être prises sont des lois de réorganisation territoriale. C'est un progrès, c'est la généralisation des communautés de communes, c'est les métropoles, c'est des rapports, par exemple, et des missions importantes aux régions sur le schéma régional d'innovation, par exemple. Où va se trouver le volet innovation? Ça passe énormément par ce qu'on vient d'évoquer. Le schéma d'internationalisation, ça veut dire aussi une accélération du processus de réorganisation des territoires et de la République. C'est vraiment l'étape de décentralisation, la prochaine législature qui doit être au rendez-vous. C'est aussi, j'avais le plaisir et l'honneur de déjeuner avec M. Tindemans hier à Nancy, le vice-président de la Commission. Ils sont partants, si vous voulez. Ils sont partants et l'Europe est en train de se mettre, elle aussi, dans une sorte d'alignement sur ces questions. Donc c'est l'occasion exceptionnelle pour la France, maintenant qu'il y a une prise de conscience, que les citoyens sont informés. Le rôle des territoires est très important parce qu'ils popularisent en quelque sorte, je dirais, le monde de l'interconnexion. Et ce qui est fait par les territoires sur le terrain, ce que les entreprises font. Je parlais tout à l'heure de l'alliance aussi entre le monde de l'économie, le monde des territoires, le monde de la recherche, et puis cette évolution de partage. Parce que si le partage des responsabilités n'est pas organisé rapidement, il se fera de gré ou de force, si vous voulez. Il ne sera plus possible de diriger. Je connais bien l'état de l'intérieur, j'étais ministre de la fonction publique. Il ne sera plus possible de faire comme avant. Donc, ou bien la dynamique aujourd'hui du numérique est telle qu'elle se fera de toute façon, à nous de savoir comment on l'organisera dans l'intérêt de tous et avec le respect de tous à travers une hiérarchisation et puis tout simplement de la subsidiarité. Je veux juste compléter. Je pense que nos discours ne sont pas du tout incompatibles et nos méthodologies d'action non plus. Que l'intervention d'Henri Verdi en témoigne aussi. On a des nouvelles formes d'action au niveau de l'État central.
nous, clairement, nos missions sont au service des territoires. Nos profils, d'ailleurs, au sein de l'agence en témoignent. Et je pense que la question de la société numérique et de la République numérique passera aussi par une action bienveillante, et que l'État, dans cette action bienveillante, a tout son rôle à jouer et toute sa force aussi à mettre au service des initiatives locales, des acteurs, des écosystèmes. L'État au service des collectivités, si les responsabilités sont clairement identifiées, chacun prendra ses responsabilités. Il faut faire vraiment très attention, ce n'est pas l'État condescendant. Il faut vraiment aller, c'est un langage un peu plus brutal, si vous voulez, sur une ligne politique qu'on est en train de préparer, qui sera plus tranchée, si vous voulez, parce que quand on fait des choses trop gentiment, l'État les reprend. Et par conséquent, donc aujourd'hui, le moment est venu d'une élégance de coupure, de responsabilité, avec plus ou moins d'anesthésie, pour supporter ça pour l'État et pour les collectivités. Mais c'est fini, là, cette période où l'État dit « je suis bien gentil, je m'occupe, je fais des services et je travaille pour les collectivités locales ». Pardon de le dire. C'est pas mon propos, mais... c'est un peu ma réponse. Mais je trouve que ça correspond trop souvent, au-delà de votre personne, à, je dirais, un état d'esprit. Je pense que les méthodes d'action et les actions qu'on engage témoignent que ce n'est pas, en tout cas, c'est pas ce qu'on porte au sein de l'agence du numérique. Je tiens aussi à souligner à ce propos, on travaille souvent actuellement aussi avec un autre service de l'État sur tout ce qui est les aspects de dématérialisation avec le SGMAP. Il y a un gros travail engagé avec le Décante, ce programme commun. Et je tiens vraiment à saluer le travail qui est fait aussi, parce qu'on voit là aussi quand même au quotidien une manière d'associer plus facilement les collectivités, de les mettre autour de la table. Et on a le sentiment quand même que même si les mots parfois peuvent être interprétés, d'une transformation dans la relation, et qui, je l'entends, est plutôt bienvenue alors. Bienvenue que bienveillante. Voilà, bienvenue plutôt que bienveillante. Très bien. Je vous propose de nous quitter sur ces bonnes paroles. Je vous remercie beaucoup de cette participation. On peut vous applaudir. On avait un temps réduit, mais j'espère qu'on a ouvert quelques champs. Merci à tous. Et on ne va pas se quitter sans célébrer nos territoires innovants, puisque maintenant c'est l'heure de la remise des labels territoires innovants. Et vous avez tous sur vos chaises la révélation de qui sont les fameux 20 labels de cette année. Et ils vont venir donc sur scène après nous pour recevoir leur prix. Merci à tous, merci beaucoup.